Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Anne Ramon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de la communication de la marque, de la RSE et des engagements sociétaux chez Malakoff Humanis. Et Malakoff Humanis qui est partenaire de la grande assemblée des entrepreneurs organisée par la CPME le 25 juin au Parc des Princes. On y reviendra, mais je veux bien que vous nous définissiez un peu Malakoff Humanis et peut-être surtout le sens du mot impact, les enjeux d'impact, quelle part ces enjeux prennent dans la stratégie du groupe. Alors, Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale. C'est vrai qu'on connaît la marque, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. C'est encore des secteurs un peu abscons qu'on ne connaît pas très bien. Donc, la protection sociale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on assure les personnes en santé, donc les complémentaires santé, mutuelles santé, en prévoyance. La prévoyance, c'est quoi ? C'est les arrêts de travail, les décès. L'invalidité, donc des cas un peu compliqués, de l'épargne collective pour les entreprises, l'épargne salariale, l'épargne retraite, et puis aussi de l'assurance vie pour les individus. Et puis on est aussi, donc ça c'est le premier métier que nous avons, c'est vraiment de l'assurance. Et on a un deuxième métier qui est plus une mission d'intérêt général, qui est la gestion de la retraite complémentaire Agirc Arrco. Donc on représente près de 40% de la gestion de la retraite complémentaire Agirc Arrco. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on verse des allocations aux retraités, donc plus de 7 millions de retraités en France. Et puis, on perçoit également les cotisations des entreprises en matière de retraite. Donc voilà, donc c'est deux sujets qui sont, un dans le secteur concurrentiel et un dans le non concurrentiel, mais c'est bien ça la protection sociale. Ouais, avec quelques chiffres clés que je vais rajouter, certains, vous venez de les donner, près de 10 millions de personnes protégées, environ 400 000 entreprises clientes, effectivement la gestion des cotisations retraite de plus de 7 millions d'actifs, versement d'environ 45 milliards d'euros de retraite complémentaire à 6,3 millions de retraités, avec un modèle, un groupe paritaire et mutualiste. Paritaire et mutualiste, je veux bien qu'on revienne sur les deux mots, ça veut dire quoi ? Alors, c'est extrêmement intéressant et important quand on fait sur les enjeux de ESG. Ça veut dire que ce sont les partenaires sociaux qui nous gouvernent. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce sont les organisations patronales, la CPME, on parlait tout à l'heure de la Grande Assemblée, et le MEDEF, et puis les organisations syndicales qui représentent, donc l'organisation patronale représente nos clients entreprises, puisque on assure essentiellement des entreprises, et puis les organisations syndicales représentent les salariés que nous assurons. Donc on voit bien là que ce sont en fait nos clients ou des représentants de nos clients qui sont à la tête du groupe. Et finalement, les partenaires sociaux, ils ont une mission de protection sociale, et ils ont également une mission d'utilité sociale. Et nous sommes à but non lucratif. Évidemment, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer, on fait partie de l'économie sociale et solidaire, même si on gère des grands nombres et beaucoup d'euros, mais on est géré. Donc la boîte appartient finalement à ses clients. C'est le côté mutualiste du modèle. Le mutualisme, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir avec le paritarisme. Le mutualisme, c'est finalement le fait que l'entreprise appartient à des individus qui prennent un contrat chez nous. Donc ça, c'est plutôt pour les contrats individuels, alors que le paritarisme gère la partie collective. Sur le paritarisme, je ne peux pas ne pas vous poser une question sur l'éventuel, je ne sais pas, décalage entre ces partenaires sociaux dont vous nous parlez, dans la vie médiatique et dans le quotidien d'une entreprise comme la vôtre. Alors, est-ce qu'ils s'entendent beaucoup mieux chez vous que chez nous quand ils viennent sur des plateaux de télé ? Alors, c'est vrai que quand ils sont à la tête d'une entreprise, parce que finalement c'est un conseil d'administration comme un autre, c'est notre gouvernance politique, et puis après il y a un directeur général qui s'occupe de la gouvernance opérationnelle, et bien, il y a une grande responsabilité des partenaires sociaux pour gérer une entreprise. Et quand on les voit au sein du conseil d'administration, eh bien finalement, je vous mets au défi de savoir qui appartient à tel organisme. Ils sont là pour gérer une entreprise. Donc c'est une posture qui est différente, même si elle est portée par les engagements que défendent les confédérations. Mais ils sont là aussi dans des logiques économiques et business, parce que l'assurance santé, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Donc c'est
Voilà, donc c'est une responsabilité de gestionnaire et de gestionnaire d'une entreprise, comme sur la retraite complémentaire. Ouais. Vous savez que sur la retraite, on parle beaucoup de retraite, on n'y comprend pas grand-chose sur la façon dont c'est organisé en France. Vous avez la retraite qui est de base, qui est gérée par l'État, et puis après, vous avez la retraite complémentaire qui est gérée donc, pour l'Agirc-Arrco, qui représente tous les salariés du secteur privé, donc c'est énorme, c'est géré par les partenaires sociaux. Et la partie complémentaire est à l'équilibre. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on rappelle à chaque fois quand on fait un débat sur les retraites. Donc c'est possible. Donc on voit qu'ils savent bien gérer et ils le gèrent à l'équilibre. Donc voilà. Donc ce sont de très bons gestionnaires et chez Malakoff Humanis, ça c'est vraiment un élément de preuve puisque aussi bien en assurance qu'en retraite, on a des bénéfices. Et ces bénéfices, au lieu de puisqu'on n'a pas d'actionnaires à rémunérer, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on les redistribue pour des actions sociales et sociétales. On va y venir, évidemment. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la raison d'être de Malakoff Humanis, partager pour protéger. Vous venez de la redéfinir, c'est ça ? C'est une nouvelle raison d'être ? Oui, alors, on l'avait défini une première raison d'être en 2019. On s'est dit qu'il fallait la réinterroger parce que le groupe a beaucoup changé depuis 2019. En 2019, l'activité d'épargne était extrêmement faible. Elle est beaucoup plus importante. Le groupe a beaucoup grossi. Et donc, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à rechallenger cette raison d'être et à se réinterroger ? Alors, elle est courte, elle est percutante. Franchement, c'est réussi. Partager pour protéger. Le partage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, c'est le mode redistributif. C'est-à-dire qu'en fait, ça dit plusieurs choses. Partager pour protéger, c'est-à-dire que ça dit que notre métier, au fond, c'est le métier, les fondamentaux de notre métier, c'est quoi ? C'est la mutualisation. Ce sont des gens qui, les cotisations, elles sont mutualisées pour que, non pas assurer la solidarité comme le fait l'assurance maladie, mais pour finalement assurer des personnes. Donc, il y a de la mutualisation qui est au cœur de notre modèle, et cette mutualisation, c'est le partage finalement. Chacun met son argent chez Malakoff Humanis pour se protéger, mais aussi protéger les autres. Donc c'est ça la mutualisation. Et puis le partage, c'est aussi quand on fait des bénéfices qui sont liés beaucoup aux produits financiers plus qu'à notre cœur business. Eh bien, on les redistribue. Et alors, sous quelle forme ? Ça prend concrètement quelle forme auprès de vos clients sociétaires ? Alors, on a effectivement il y a 3 formes de redistribution. Auprès des clients, ça prend la forme d'aides financières, très concrètement, qui sont pas liées du tout au contrat santé, etc. Si vous êtes en situation de grandes difficultés, alors c'est lié aussi au niveau de revenus, en grande difficulté financière, soit parce que vous êtes une femme en situation, vous avez des enfants, vous êtes en situation de monoparentalité, et que votre enfant a des problèmes scolaires, on paye un accompagnement scolaire, par exemple, pour votre enfant. Donc c'est des choses très différentes. Sur le handicap, on aide les personnes à aménager leur domicile, par exemple. Donc, ce sont des aides financières, très concrètement, pour nos clients. Ce sont des services d'accompagnement autour de la santé. Donc, on fait des actions de prévention santé. On fait des suivis psychologiques. On a des coachs qui font un suivi psychologique pour des personnes qui sont en situation qui ont des problématiques de santé mentale. Donc, ça, c'est pour les clients. Pour la société, on est investi sur 4 thématiques. Le handicap. On y reviendra longuement. Le cancer, le bien vieillir et les aidants. Et là, c'est 50 millions d'euros qu'on verse chaque année pour accompagner des projets associatifs ou des établissements de soins sur ces sujets-là. Oui, alors vous êtes partenaire de la Grande Assemblée des entrepreneurs qui est organisée par la CPME le 25 juin au Parc des Princes, et Bismart est l'un des partenaires médias. J'ai un peu compris pourquoi c'est important pour vous d'y être présenté. Je veux bien que vous le disiez avec vos mots. 400 000 entreprises clientes. Voilà, et dans les 400 000 entreprises clientes, essentiellement, essentiellement les PME. Ils représentent quand même 99% des entreprises en France. Donc on a beaucoup, effectivement, de clients TPE, PME et des indépendants en santé, en prévoyance et en épargne.
On est aussi, et ça c'est lié aussi à notre ADN paritaire, on est partenaire de beaucoup de branches professionnelles. Donc, on travaille avec eux sur des conventions collectives nationales, donc les branches professionnelles. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, ils sont dans notre gouvernance. Donc, quelque part, c'est aussi très naturel. La CPME est représentée dans notre gouvernance paritaire. Donc, voilà, donc c'est assez évident. Ouais, sur un post LinkedIn, il y a quelques semaines, vous disiez ceci: donner de l'argent, c'est facile. Peu d'entreprises s'engagent à notre niveau. Nous donnons aussi du temps et de l'expertise pour faire grandir les projets. Je reste sur les TPE, les PME. Comment vous faites grandir les projets de ces entreprises ? Alors justement, avec de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on prend soin des salariés qui ont des salariés en situation de fragilité, qui peuvent être aussi une vraie problématique pour des plus petites entreprises. Donc, on accompagne ces salariés. Quand je dis qu'on a du temps à leur consacrer, c'est qu'au sein du groupe, on a des assistantes sociales, on a des psychologues qui sont salariés du groupe pour aider les entreprises. Donc, vous voyez que c'est pas quelque chose, simplement, on finance pas une prestation, etc. On a ça intégré, ces services d'accompagnement intégrés dans notre groupe. Les aides financières dont je vous parlais. Donc, en fait, on essaye de protéger les salariés les plus fragilisés pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. Alors, il y a un principe dans ce Smart Impact. L'invité de la semaine précédente pose une question à celui ou celle qui lui succède. On avait le directeur du développement durable de Saint-Gobain, Emmanuel Normand, la semaine dernière. Voici sa question. Donc, bonjour Anne. Je m'interroge si les problématiques de changement climatique et notamment la multiplication des vagues de chaleur comme on a pu le vivre récemment en France changent vos métiers et de quelle façon ? Est-ce que ça change votre offre ? Est-ce que ça change votre façon de développer l'accompagnement que vous pouvez avoir d'entreprises ou de particuliers ? C'est une question très intéressante. Oui. Ça change, le risque change et ça change nos offres. Je dirais pas pour demain, mais déjà aujourd'hui. En prévoyance, on voit que les vagues de chaleur, elles nécessitent de revoir l'organisation du travail et bien souvent aujourd'hui, faute d'anticipation, souvent elles provoquent des arrêts de travail. Donc nous, on compense les arrêts de travail, on finance les arrêts de travail pour les entreprises. Donc on voit bien qu'il y a des secteurs ou des branches professionnelles, des secteurs d'activité dont je parlais, pour lesquels, par exemple, on assure la branche des exploitants agricoles. On voit bien que travailler toute la journée sous plus de 40 degrés, c'est plus possible. Donc on a concrètement ce risque-là d'absentéisme si les choses ne sont pas anticipées. Il y a le risque hydrique, le risque du manque d'eau qui se pose dans de plus en plus de régions. On voit des arrêtés préfectoraux de restriction d'usage de l'eau, même dans des départements plutôt du nord de la France. Est-ce que ça, c'est un nouveau risque qui est à intégrer à la stratégie de vos entreprises clientes ? Alors, pas encore. Alors, ça nous concerne pas, nous. Oui, c'est à intégrer pour des entreprises. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus loin de la protection sociale. Bien sûr. Et c'est pas des choses sur lesquelles nous, on va forcément intervenir. Là, on est dans le risque qui est lié au modèle d'affaires des entreprises et puis au business même des entreprises. Nous, on est là plutôt pour accompagner. Donc, faire en sorte d'anticiper. Donc, en fait, on essaye d'agir avant le risque. Avant, un assureur prévoyance, il faisait quoi ? Il indemnisait au moment où le risque arrivait. Et donc, ces problématiques climatiques, l'absentéisme, etc., nous obligent, ou la prévention des décès, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent pendant les canicules, nous obligent à intervenir, d'agir en amont et d'être beaucoup plus sur l'accompagnement et la prévention en amont pour aider les entreprises à faire en sorte que ça n'arrive pas. On va parler de transparence. Transparence, confiance, évidemment, sont des mots qui sont quand même très importants dans un secteur comme le vôtre. Vous avez un programme qui s'appelle Parlons Clair. C'est quoi l'idée de Parlons Clair ? Parlons clair, dans notre métier, vous savez, on est sur des métiers où les gens ne comprennent pas grand-chose. Un de ces métiers qui sont pourtant des métiers absolument essentiels dans la vie des gens. On parle de santé, d'invalidité, d'arrêt de travail, de retraite, d'épargne.
malheureusement, c'est vrai que c'est des sujets qui sont extrêmement réglementaires, donc beaucoup de jargon juridique, complexe, parce qu'il y a la partie pour la santé, assurance maladie en amont, donc on vous rembourse sur la base du remboursement de la sécurité sociale. Bon, c'est extrêmement compliqué. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que nos clients comprennent ce à quoi ils s'engageaient quand ils signaient un contrat et ce à quoi ils avaient le droit ensuite. Donc on essaye de clarifier, on a beaucoup travaillé sur la lisibilité des contrats, sur la pédagogie, donc c'est avant tout ça. Et puis après, c'est de la pédagogie aussi pour expliquer à des personnes pourquoi on augmente nos tarifs. On est souvent... ça fait souvent beaucoup de bruit, l'augmentation des complémentaires santé. Expliquer pourquoi on augmente nos tarifs, expliquer pourquoi on ne peut pas, pour certaines prestations, ces prestations ne sont pas intégrées dans le contrat. C'est vrai que là, il y a tout un travail de pédagogie à faire qui est très important. Pardon de vous interrompre. Ça suppose un plan de formation aussi pour justement parler clair et dans ceux qui sont en interface directe avec des clients. Alors oui, beaucoup de formations pour justement essayer de pas être dans le jargon assurance et réglementaire. On se fait beaucoup aider par l'IA. Et donc, on a mis en place un outil d'IA qui permet finalement de parler clair. Et ça, on a augmenté de clarté, on va dire, tous nos collègues grâce à cet outil où vous pouvez taper quelque chose et il vous le reformule de façon extrêmement claire et limpide par rapport à un besoin client. Donc, c'est vrai que l'IA, pour ça, elle est quand même c'est extrêmement important et nous aide beaucoup sur ce sujet. Alors, on va parler de handicap. Comme promis, vous avez une action qui couvre l'accès aux soins, à l'emploi, la culture, le sport, l'éducation. Comment vous la structurez quand il y a autant de champs d'action? Comment vous structurez? Alors, on a créé une fondation sur le handicap avec des personnes. Il y a 7 personnes au sein de la fondation handicap. Et on a effectivement différents secteurs. Donc, on vise à améliorer l'accès à la santé, l'accès aux soins. Donc, ça, c'est quand même un vrai problème en France aujourd'hui. L'accès au travail. L'accès à la culture, donc on s'est un peu spécialisé sur l'accès à la culture parce qu'il n'y avait vraiment rien qui existait. L'accès à l'éducation aujourd'hui, puis l'accès au sport, qui est aussi extrêmement important. On a un team handisport. Donc voilà. Donc au sein de la fondation, qu'est-ce qu'on fait? On fait des appels à projets auprès du secteur associatif pour qu'ils nous fassent remonter des projets qui rentrent dans ces différentes thématiques. Et puis on a un comité d'experts, on les analyse et puis non seulement on les finance, ce que je disais aussi, mais on les accompagne. C'est-à-dire, pourquoi il y a 7 personnes? C'est que ces personnes, elles vont suivre le projet tout au long de son déroulement et aider l'association aussi à grandir et puis peut-être à aller après trouver des financements autres que pour éviter d'être trop dépendant de nous. Donc voilà. Donc la fondation, elle a un budget de 5 millions d'euros par an. Donc ça nous permet quand même de faire beaucoup de choses. Et on est très présent dans l'écosystème handicap. Est-ce que vous avez le sentiment d'être complémentaire ou alors de pallier à certaines carences de l'action publique en la matière? Oui, on voit en plus qu'aujourd'hui, il y a quand même une réorientation des budgets publics. On voit que le secteur associatif tire un peu la langue. Il y a de moins en moins de contributions publiques. Donc, je pense que... et en même temps, moi, je défends le fait que les entreprises, elles ont aussi un rôle sociétal à jouer. Et il y a beaucoup d'entreprises en France qui sont mobilisées, par exemple, sur le handicap, par des actions de philanthropie. Mais c'est de l'argent, qui est utile pour le secteur. Après, nous, sur le handicap, on essaye d'être vertueux sur toutes les lignes. C'est-à-dire que nous-mêmes, en interne, on a un taux d'emploi de personnes en situation de handicap de 13,7%. Je vous rappelle que la loi dit 6 et effectivement c'est 3%. Et en moyenne, les entreprises, elles ont 3%. Donc, pour vous dire qu'on fait un effort qui est quand même extrêmement important, enfin un investissement extrêmement important, et ça fait partie de la culture du groupe. Mais on a eu les Jeux Olympiques il y a 2 ans, quasiment tout juste, avec ce sentiment, Jeux Olympiques et Paralympiques, que le regard est changé, qu'il y avait une sorte de mobilisation générale. Et puis, peut-être que je me trompe, mais
J'ai l'impression que le soufflet est retombé assez vite. Est-ce que vous avez eu ce sentiment, vous aussi ? Oui, à la fois, ça a peut-être fait avancer les choses et pas autant qu'on l'aurait espéré, quoi. Il y a vraiment des... Alors, c'est un problème qui est compliqué, mais il y a des problématiques vraiment à la fois culturelles et structurelles, ne serait-ce que pour l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, même si on voit qu'il y a certaines entreprises, finalement, qui tirent bénéfice de compétences spécifiques que peuvent avoir des personnes en situation de handicap et qui sont utiles dans certains secteurs d'activité. Je pense à des personnes qui sont dans le spectre de l'autisme, des Asperger ou autres, qui ont des intérêts spécifiques et qui voient le moindre détail. Donc, dans les aéroports, sur les problématiques de sécurité, dans l'armée, ce sont des profils qui sont assez recherchés. Bon, voilà. Donc, il peut y avoir aussi des compétences particulières qu'il faut faire valoir et montrer qu'il y a quand même des choses vraiment importantes à valoriser. Après, oui, l'image du handicap change, mais ça reste compliqué. Ouais, et ça m'intéresse d'avoir votre retour d'expérience, parce que vous nous dites que vous êtes bien au-delà des impératifs réglementaires en termes de taux d'emploi de personnes en situation de handicap. Est-ce que justement le regard des autres, de l'ensemble des salariés, change parce que finalement, il y a des personnes en situation de handicap. Alors, il y a des handicaps visibles, d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont présentes finalement au quotidien, un peu partout dans l'entreprise. Complètement. C'est-à-dire que ça fait partie de notre groupe. Récemment, là, on a rénové notre siège social. À l'entrée du siège social, la cafétéria du groupe, c'est les Cafés Joyeux. Je ne sais pas si vous connaissez cette initiative. Très bien, Donc, voilà, ça fait partie du groupe. Il y a des personnes en situation de handicap qui vous servent un café le matin quand vous arrivez. Vous avez dans différentes équipes des personnes en situation de handicap avec des systèmes. Ça oblige quand même à adapter certains systèmes, puisqu'on a des personnes, par exemple, malentendantes. Donc, on a des logiciels spécifiques à mettre en place. On a des personnes qui ont des problèmes de dyslexie ou autres. Donc, voilà, là, c'est pareil. On a des logiciels qui nous permettent de les aider et de les accompagner. Donc, il faut accompagner et mettre en place des dispositifs pour que l'insertion se passe bien. Je voudrais qu'on revienne aux enjeux environnementaux pour voir ce que vous faites chez Malakoff Humanis, parce qu'il y a beaucoup de leviers qu'on peut activer dans une entreprise, par exemple sur un siège social, comment il est conçu, quelle est l'électricité, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez mis en place, notre stratégie en la matière ? Alors, on a sur l'environnement, on a 2 grands sujets. Oui. On a, comme toutes les entreprises, dans notre modèle opérationnel, nos bâtiments, la mobilité des salariés. Donc ça représente, on va dire, à peine 3% de notre empreinte carbone. Mais c'est comme, on est une entreprise de service, donc c'est normal, on n'est pas un industriel. Mais on met en place, on a des objectifs de décarbonation et on met en place, alors c'est beaucoup autour des bâtiments. Comme on est nombreux dans le groupe, il y a de nombreux bâtiments, donc le télétravail nous a amené déjà à réduire les surfaces. Et puis, on a mis en place effectivement des bâtiments qui répondent à toutes les règles et toutes les normes environnementales les plus on va dire, ambitieuses. Donc, sur l'eau, sur l'électricité, on a des panneaux solaires à Paris qui nous permettent la récupération des eaux. Enfin, les flottes de véhicules. Les flottes de véhicules, on est en électrique. Enfin, voilà, on a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Mais je vous dis que ça représente 3%. Alors, le reste, c'est quoi ? C'est quoi le plus gros poste ? Le plus gros poste, c'est notre portefeuille d'investissement. Et effectivement, on a 45 milliards d'actifs sous gestion. Voilà un sacré levier d'action. Et voilà un levier d'action. Ouais. Et donc là, on a des spécialistes de l'ESG à la direction financière. Et donc, tous nos investissements sont vus et sélectionnés en fonction de critères ESG. Donc, on a une politique en matière d'investissement socialement responsable. Et puis, on a aussi des investissements à impact, dont l'objectif... donc ça, on a nos investissements et on regarde quel impact on a et on essaye de réduire l'impact. Et puis, on a aussi une poche d'investissement qui nous aide à financer des projets dont le seul but est d'avoir de l'impact. Et donc, on a 1,8 milliard
chaque année, depuis 2022, qui nous permet de financer des projets. Et Ce sont des projets entrepreneuriaux ou plutôt associatifs à ce moment-là ? Les deux. Parce que ça peut être une entreprise dont on va moins attendre de rentabilité immédiate. Il faut qu'il y ait quand même de la rentabilité. Donc on est plutôt dans le secteur économique et les entreprises, mais des entreprises qui ont un business model qui leur permet à la fois d'avoir de l'impact et à la fois d'avoir une rentabilité. On travaille par exemple, sur ce qu'on appelle la transition bleue, autour de la qualité de l'eau des océans. On travaille également sur l'éolien. On travaille, donc on a beaucoup de sujets sur l'environnement et on se doit aussi d'être irréprochable sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Anne Ramon. On vous retrouve donc le 25 juin pour la grande assemblée des entrepreneurs organisée par la CPME au Parc des Princes, dont vous êtes partenaire. Tout de suite, c'est notre rubrique Startup.